Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 104 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on fait un bilan de saison de la saison 2024-2025 du Canadien et sur ce qui est à venir, ce qui attend l'équipe lors de la saison morte avec Marco D'Amico de RG Media et qu'on peut régulièrement entendre aussi sur la chaîne YouTube de Sean Starr. Marco, ça va bien? Pas mal, toi? Ça va super bien. Avant de commencer un petit peu sur le vif du sujet, dis-nous comment tu as vécu les premières séries éliminatoires à couvrir l'équipe et d'avoir vraiment un angle privilégié pour vivre. Ça aura été 2 matchs au Centre Bell, mais pour avoir été présent lors de l'un des deux, ce fut 2 matchs enflammés. Ça a dû être très excitant de vivre ça d'en haut, là. Ouais, les 2 matchs étaient vraiment quelque chose. Écoute, il y avait de l'électricité partout. Honnêtement, c'était vrai. On dirait un match de la saison régulière durant l'échauffement. C'était rendu même pas à 50% de capacité, puis ça a fait du bruit. Je pense que la ville s'est fait donner un petit cadeau. Ils ne s'attendaient peut-être pas à faire les séries cette année, mais ils l'ont fait. Puis je pense qu'en revanche, ils ont donné du feu à cette équipe-là pour commencer la saison prochaine d'un pied fort. Au lieu d'un peu se boiter, puis après ça, retourner la saison. Je pense que vu le feeling, vu cette énergie-là, ce high-là qu'ils ont eu, je pense pas qu'ils vont prendre ça à la légère, que ce soit la gestion ou les joueurs qui sont sur place. Justement, là, même si le Canadien s'est fait montrer la porte de sortie en 5 matchs, on a vu, comme tu l'as dit, tellement de belles choses pour préparer la prochaine saison. Faut pas juste voir le résultat dans son ensemble, il faut vraiment creuser pour voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs de ressortir de tout ça. Justement, commençons sur le collectif de cette saison-là. Le Canadien a fait les séries éliminatoires avec 91 points. Ce fut la plus jeune équipe en série. L'équipe a amélioré son nombre de buts pour, son nombre de buts contre. C'est surtout grâce à l'avantage et le désavantage numérique, une amélioration de 2,5% de l'avantage numérique et de 4% du désavantage numérique. Et quand même, de manière surprenante, l'équipe a été moins efficace en 5 contre 5. Le différentiel but pour, but contre est passé de 13 à moins 7 en 5 contre 5. Donc, c'est vraiment les unités spéciales qui ont fait de la différence cette année. Oui, absolument. Puis je pense que quand on dit les unités spéciales versus 5 contre 5, je pense que c'est le premier trio en tant que tel qui a poussé cette équipe-là. Que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique. La seule différence, c'est que Patrick Laine il a donné quoi, une quinzaine de buts ou 16 buts en avantage numérique, donc déjà un boost là. Mais Cole Caulfield était un bon marqueur à 5 contre 5 aussi cette année. Très, très bon. Donc, pour moi, quand on regarde ces stats-là, ça me dit juste qu'il y avait un manque de talent flagrant à travers l'alignement, que ce soit sur les trios numéro 2, 3 et 4. Donc, c'est là où le travail du DG rentre en considération, ou des DG dans ce cas-ci, pour essayer d'ajouter du talent à cette équipe-là et de faire graduer des espoirs à talent brut. Justement, tu l'as dit, là, l'équipe a été transportée par ce premier trio-là. Revenons sur ces petites performances individuelles, ceux qui ont le mieux paru. Tu parlais de Cole Caulfield, d'une saison de 37 buts sur 70 points. Je pense qu'il aurait pu aller en chercher quelques autres sur l'avantage numérique s'il était resté à son endroit de prédilection. Et je vais te lever mon chapeau parce que tu avais vu juste lors de notre podcast de début de saison, tu avais prédit une saison de 1 point par match pour Nick Suzuki,
que ça allait être le premier de Alex Kovalev. Alors, tu aurais vu juste, et Suzuki, non seulement a eu un point par match, a dépassé ses attentes-là. Donc, une belle saison de 30 buts, 89 points. Lane Hudson aussi, candidat au Trophée Calder avec 66 points, un temps moyen de jeu de 22-46. Donc, tu l'as dit, c'est ces joueurs-là, ces étoiles-là qui ont vraiment fait vibrer l'équipe. Mais quand même beaucoup de positifs qui viennent d'ailleurs, même de nos joueurs, un petit peu plus de soutien. Jake Evans, sa meilleure saison en carrière avec 36 points. Josh Anderson est revenu un peu sur les bonnes rails avec 15 buts, 176 mises en échec. Brendan Gallagher, une autre saison de 20 buts. Alex Carrier, depuis son acquisition, ça a changé la brigade défensive. Caden Goulet, même un peu plus timide en zone offensive, mais tellement dominant dans sa zone. Donc, quand même beaucoup de joueurs, même si ce n'est pas eux qui ont charrié l'équipe sur leurs épaules, qui ont vraiment aidé ce club-là cette année. Absolument. Je pense que tu n'as pas eu nécessairement un apport offensif constant à travers le reste de l'équipe, spécialement en défensive. Je pense que c'était Lane Hudson et le reste. Quand il vient à produire des points, même Mike Matheson n'a pas produit autant qu'il avait fait l'année passée. C'est certain, quand ils ont enlevé de l'avantage numérique, ça fait mal. Mais aussi le rôle qu'ils lui ont accordé de shutdown défensif avec Alex Carrier n'a pas aidé non plus pour sa production de points. Donc, c'est certain que c'est à ces moments-là que tu commences à te poser des questions considérant la balance de l'alignement. T'sais, on l'a vu spécifiquement en série, c'était assez facile de contrer le Canadien de Montréal parce qu'il fallait juste faire une chose, il fallait juste contrer le premier trio. Et c'était malheureux parce que tu fais rentrer un jeune comme Ivan Demidov, t'as pas vrai, c'est rien contre un gars comme Alex Newhook, mais tu le fais pas nécessairement jouer avec un talent établi top 6. Et donc, ton deuxième trio, c'était quasiment comme ton point d'Achille, spécialement sur la route, où tu ne pouvais pas nécessairement les mettre sur la glace avec confiance parce que, boom, Spencer Carberry allait sortir le premier trio contre eux. Tu ne pouvais pas compter sur eux. C'est malheureux en termes de situation. Puis, encore une fois, je stresse. Cette équipe-là n'a pas été bâtie pour se rendre en série. Elle a été bâtie pour se battre pour une place en série. Donc, une fois que tu arrives en série puis tu dois te battre contre... maintenant, c'est un peu plus facile à dire vu qu'ils se sont fait éliminer, mais en saison régulière, c'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Ouais. C'est difficile. C'est très difficile. Puis, quand l'autre bord, ils ont 300 très compétents, Lars Eller, Pierre-Luc Dubois et Dylan Strome, ben, ça devient un peu plus difficile de contrer ça parce que le Canadien, on va se le dire, là, il y avait peut-être un centre. Il manquait d'armes, mais oui, tout à fait. Et après ça... Qu'est-ce que tu as pensé du travail de Sam Montembeault? Tu es bien placé pour l'analyser. Il a beaucoup gardé les buts cette année, donc tu l'as beaucoup vu. Rapidement, c'est 30 victoires, c'est un pourcentage d'arrêt correct là, de 0.901, moyenne de 2.82. Depuis la pause des 4 nations, par contre, je pense que ces statistiques sont un petit peu ont été teintées du mauvais début de saison de l'équipe. Donc, ce n'était pas toujours de sa faute. Il a été laissé à lui-même à de nombreuses reprises. Mais on n'a pas le choix d'admettre qu'en fin de saison, c'est lui aussi qui a drivé cette équipe-là et qui a aidé à les amener en série. Fait qu'est-ce que tu penses de l'équipe de son travail et du fait qu'il a quand même été sélectionné au sein de l'équipe canadienne pour le 4 nations? C'est sûr, on n'a pas joué, mais ça lui a possiblement donné une dose de confiance. Là. Absolument. Puis le moment que tu es dans ces genres de tournois-là, tu apprends avec le monde, avec qui tu te pratiques, avec qui tu joues. Je pense que il n'était pas là par chance. On peut dire qu'est-ce qu'on veut avec la nomination ou la manque de nomination de Logan Thompson. Mais je pense que vu l'équipe avec qui il joue, tu mets Logan Thompson avec le Canadien de Montréal, je ne sais pas s'il a les mêmes stats nécessairement. Probablement pas. C'est vraiment à le dire. Le Canadien, défensivement, n'y était pas, que ce soit en série, que ce soit durant la saison régulière, ne faisait aucun cadeau à leur gardien. Et Samuel Montembeault a volé plusieurs matchs. Encore une fois, je pense qu'il a fini la saison dans le top 10 pour les buts anticipés pour lesquels il a sauvé. Donc, déjà là, plusieurs matchs de volée de sa part. Donc, pour moi, je pense qu'il a très bien fait. Puis c'est pas pour rien que le moment qu'il s'est blessé, le Canadien n'a pas eu
le fameux save de plus. Je dis pas que dis pas que Dobish a mal fait non plus, mais je pense que les partisans du Canadien étaient habitués à des genres de petits miracles de sa part qui gardaient l'équipe dans le match. Puis pour moi, écoute, que ce soit lui, Nick Suzuki, Lane Hudson, Cole Caulfield, c'est la même chose. Le Canadien a trop surutilisé ces joueurs-là et ont eu besoin de pauses, que ce soit la pause hivernale, la fameuse pause de Noël, que ce soit la pause des 4 nations. C'était pas par chance qu'à chaque fois qu'il y avait une pause, le Canadien revenait en force parce que le premier trio, la première paire, le premier gardien se reposait un peu, revenait à boum! Fait que ça démontre qu'en termes de talent pur, ils ont les effectifs de premier plan pour compétitionner. Là, c'est le temps de les donner un peu plus de renfort. Tu as parlé un peu des joueurs qui ont été en up and down, des hauts et des bas. Patrick Laine, oui, 15 buts en avantage numérique, 20 buts au total, mais 33 points, une implication en 5 contre 5 qui a été nettement insuffisante. Juraj Slafkovsky, 51 points, 194 mises en échec, mais lui aussi, c'est de l'inconstance. Alex Newhook aussi. Mike Madison, on en a parlé un petit peu, c'est un temps de jeu beaucoup trop élevé selon moi, là, 25 minutes et demie. Donc, je pense que si on réduisait ça autour de 20-21, ça pourrait être grandement bénéfice pour lui. Donc, beaucoup de joueurs qui, s'ils avaient été un petit peu plus constants, seraient réduit la charge de travail justement de ces top joueurs. Et un des grands points positifs du Canadien à la fin de la saison, ça a été l'arrivée d'Ivan Demidov. Là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ce fut probablement l'une des journées les plus folles de ta vie. Donc, encore une fois, je tiens à te lever mon chapeau. Tu as été le premier à rapporter son arrivée avec l'équipe. Ça s'est fait d'une manière assez merveilleuse et inattendue, j'imagine. Parle-nous un petit peu de cette journée-là, alors que tu avais une entrevue prévue avec lui, puis que là, ça a déboulé de là. Ça a dû être complètement fou, là. Ouais, mais écoute, on avait une entrevue de cédulé avec lui de fin de saison, puis ça a donné que on a commencé l'entrevue, on a commencé à parler un peu de sa saison et éventuellement de jouer avec le Canadien de Montréal. Et soudainement, il a dû mettre pause à l'entrevue. On l'a demandé pourquoi quand il est revenu, puis il a dit « tu sais, j'étais juste en train de signer mon contrat. » Initialement, j'ai fait « viens pas me dire qu'il a prolongé en KHL, là, ça va faire. Montréal va partir en feu. » Il m'a dit « Non, je veux jouer des matchs pour le Canadien de Montréal avant la fin de la saison. » À ce moment-là, j'ai demandé à notre interprète russe tu peux-tu répéter, as-tu mal exprimé ou c'est ça qu'il a dit. OK, cool. Assez intéressant. Puis après ça, la conversation a évolué à on va jouer des matchs à Montréal, devrais être là la semaine prochaine. On te revoit jouer mon premier match à la maison contre Chicago. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on a su, mais on nous a demandé de rien dire pour le moment, parce qu'il n'était pas supposé de nous le dire en tant que tel. Okay. Donc, son agent nous a demandé de rien dire, juste pour qu'il n'y ait pas de niaiserie à la frontière, mais qu'il y ait pas de pour prendre l'avion. Il y a eu des problèmes comme ça dans le passé où l'information est sortie un peu trop tôt et que ça a causé des problèmes. Donc, il fallait attendre. Et au moment où on a eu la confirmation que le SCA allait faire une annonce la journée même, on a sorti l'info et l'entrevue, tout a été sorti en même temps, puis après ça, c'était le chaos à Montréal. Les demandes d'entrevue une après l'autre, on a pu t'entendre notamment à l'émission du retour de BPM avec Martin Lemay. Reste que ce que Demidov a amené, il a dynamisé l'équipe aussi peu dans un aussi peu un petit échantillon. Que ce soit à 5 contre 5 en avantage numérique, il a eu un impact rapidement. Et il a été le sujet quand même du bilan de fin de saison de Hughes et Gorton. Évidemment, c'est le désir d'améliorer le top 6 et c'est important ici de dire le top 6. Ça peut se faire de différentes manières pour entourer Demidov. Évidemment, on aimerait tous un joueur de centre, mais Jeff Gorton a dit que ça pouvait venir de l'aile. On a parlé aussi de Kirby Dach, qui doit arriver davantage près l'année prochaine. Patrick Laine qui doit être meilleur à 5 contre 5. Beaucoup de choses quand même à retenir de ce bilan-là. Là. Quelques jours après, on a pu digérer tout ça, puis on peut déjà s'orienter dans une direction. Là. Ouais, écoute, je pense que Jeff Gorton essayait le plus possible de pas démontrer son jeu.
Je pense que c'est ça. Le DG n'allait pas sortir et dire on veut un centre numéro 2, on veut un défenseur top 4, on veut ci, on veut ça, parce qu'après ça, tous les DG de la Ligue te voient venir. Ça serait peinturé dans le coin. Là. Ouais. Non, c'est ça. Puis l'autre affaire à prendre en considération, c'est que déjà les DG le voient venir. Ouais, tout le monde sait qu'il était dans le derby de Dylan Cousins. Donc, on le sait qu'ils sont après un deuxième centre ou un autre joueur top 6. Ce que j'ai aimé de sa part, c'est de dire, ben écoute, vous dites on a besoin d'améliorer le deuxième trio. Il y a plusieurs façons de faire ça. Le moment qu'il a dit ça, j'ai fait « oh ». Donc, si le DG, ou dans ce cas-ci, le vice-président exécutif, est en train de dire écoute, tu n'as pas juste besoin d'un centre numéro 2 pour faire bouger un trio. Tu peux avoir un ailier qui fait bouger ce trio-là, puis tu as juste un centre complémentaire. Puis on l'a vu par le passé, on se rappelle tous de Phil Dano. Ouais. Philippe Dano est un centre complémentaire parfait pour un trio de top 6 dans son prime. Puis tu avais Thomas Tatar et Brendan Gallagher qui, dans le temps, étaient des alliés de top 6, on va dire, sinon premier trio dans la Ligue nationale, avec la façon qu'ils dominaient à 5 contre 5. Donc, c'est ce genre de build-là où Tatar était vraiment un joueur qui poussait le jeu dans ce cas-ci. Ça ne se trouve pas, malheureusement, pas à tous les coins de rue, les Philippe Dano. C'est ça. C'est exactement ça. Un Philippe Dano, à l'âge qu'il avait au moment où il est parti du Canadien, serait idéal aujourd'hui. Donc, c'est un peu drôle là-dessus. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'ils ont dit on va pas. Ça se peut qu'on ne fait pas tout en ce moment, puis on ne va pas aller chercher du monde qui vont juste être là pendant 3, 4, 5 ans pour bloquer un jeune. On veut du long terme. J'ai aimé ça, mais en même temps, ils ont dit il faut qu'ils trouvent une balance. Une chose il faut qu'ils trouvent des joueurs qui ont, en anglais, ils disent compete, donc un hargne dans son jeu, un joueur qui se donne, qui est compétitif. Donc, des joueurs comme ça, le Canadien est long. Mais qu'est-ce qui manque au mélange du Canadien? C'est des joueurs qui, pas nécessairement qui sont gros, mais des joueurs qui jouent gros. Qui jouent gros, ben oui. C'est vraiment ça. Tu peux être 6 pieds 4 et à la Patrick Laine et tu ne donnes jamais des mises en échec. Absolument. Ou tu peux être comme Brendan Gallagher et être un guerrier absolu à 5 pieds 9. Donc, c'est ce genre de balance-là. C'est plus ça, je me dis. On parle aussi de pas de nécessité d'aller chercher un joueur de centre, mais tu en parlais au début de notre épisode. On s'est fait dominer par la charnière de centre des Capitals et on parle de joueurs qui ont quand même une stature, autant que j'aime son travail défensif. Mike Matheson est quand même un gros bonhomme, mais ce n'est pas un gars qui joue physique. Donc, c'est effectivement important de compléter tout ça et d'aller chercher les éléments. On peut avoir cette conversation-là parce que si tu regardes les joueurs en série, si tu regardes les équipes en série, les équipes qui ont gagné des coupes. En discussion, oui. Ouais, ceux qui n'ont pas un centre super élite à la McDavid, McKinnon, etc. Ils ont toujours eu un deuxième centre assez similaire à eux. Exemple, on va regarder les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, il y avait Ryan O'Reilly et Braden Shen directement après, et tu avais Robert Thomas sur la 3 comme jeune troisième centre. C'est la base de ton équipe. C'est la colonne vertébrale de ton équipe. C'est la position de centre. Pour pouvoir compétitionner, spécialement dans la division Atlantique, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les Leafs et qu'est-ce qui se passe avec la Floride, avec Tavares, exemple, et Sam Bennett. Ouais. Mais c'est certain que pas idéal en ce moment de contrer ces deux équipes-là avec la façon qu'ils jouent. Même chose avec Tampa Bay, Braden Point, Cirelli. C'est une bonne chance. Oui, absolument. Si c'est juste Nick Suzuki qui tire, puis si tu as besoin de double shifter Nick Suzuki sur le power play comme il le faisait en avantage numérique durant la dernière moitié de la saison, c'est comme ça que tu brûles tes joueurs. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de jus. Donc, tout le monde le sait qu'ils ont besoin d'aller chercher un deuxième centre. Puis si tout le monde le sait, ils le savent aussi. Donc, c'est juste du chantage, selon moi. Là. Puis ils vont essayer de trouver un moyen. Mais, c'est là où je mets comme une petite parenthèse. Ils ne vont pas faire n'importe quoi. Non. S'il n'y a pas de fit, ils ne vont pas se pousser dans une direction juste pour le faire. Ils ne sont pas rendus à ce niveau-là de désespoir parce qu'ils doivent absolument faire quelque chose, mais ils doivent être conscients de ne pas reculer.
On parlait justement un potentiel élément pour jouer sur cette deuxième unité-là. D'autres besoins de l'équipe en vue de l'année prochaine, et ça se traduit un petit peu avec certains départs. Là. David Savard est parti à la retraite. On aurait besoin d'un défenseur pour jouer à droite, là, idéalement un vétéran. De l'an passé qui était dans la brigade, seul Alex Carrier est un droitier. Donc, que ce soit par acquisition ou à l'interne, on voit un Logan Mailloux qui joue le meilleur hockey de sa carrière présentement en éliminatoire avec le Rocket. On va avoir besoin d'aide au niveau de cette défensive à droite. David Reinbacher pourrait être un candidat aussi. Un joueur de caractère physique possiblement pour évoluer sur le bottom six. Donc, quand même 3 besoins essentiels. Et si on regarde les départs potentiels, ben David Savard est parti. Des joueurs autonomes sans compensation. On a Joel Armia, Christian Dvorak et Michael Pezzetta. Donc, 3 joueurs de profondeur. Emil Heinemann est joueur autonome avec compensation. Là, on devrait garder ses services. Mais c'est des besoins qui sont quand même importants à combler. Là. Ouais, mais il y a des jeunes aussi qui peuvent prendre les places de ces joueurs-là. Emil Heinemann étant un joueur en extra en fin de saison, il va intégrer dans l'alignement s'il ne re-signe pas tout ce beau monde-là, comme Armia et Pezzetta, il va probablement réinsérer dans l'alignement sur le 4e trio. Donc, tu as ça. En termes de centre de 4e trio, je pense que ça va être Jake Evans. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Newhook et Dak, qui va jouer au centre, qui va jouer à l'aile. Mais en défensive, je pense que c'est là où ils peuvent se permettre de faire certaines expériences. Donc, tu as présentement Logan Mailloux et David Reinbacher qui font très, très bien pour Laval dans les séries. Ouais, très bien. Est-ce que les Canadiens vont se dire un de ces deux-là peuvent gagner un poste en septembre avec le Canadien de Montréal et qu'on devrait plutôt cibler le balançage de nos paires en défensive? Parce qu'en ce moment, il y avait un moment en série où on se demandait le Canadien sort David Savard de l'alignement pour insérer que ce soit Struble ou Jacky. Il y avait une rotation entre les deux. Mais on se disait, le Canadien ne peut pas tomber à juste un droitier dans droitier, mais non, c'est ça. Mais c'est la même chose. Donc, si tu as tes 2 jeunes droitiers, c'est malheureux. Si David Reinbacher n'avait pas eu sa blessure, on ne parlerait même pas de cette situation-là. Ce serait lui absolument dans l'alignement. Et on verrait s'il y aurait assez de confiance en Logan Mailloux et Reinbacher d'ailleurs pour jouer sur la 2e et 3e paire respectivement. Mais là, c'est un peu moins idéal, un peu plus brouillon. Puis le Canadien, je pense, va aussi penser à que faire avec un gars comme Mike Matheson aussi. Qui est à sa dernière année de contrat l'année prochaine. Oui. Exactement. Est-ce que tu vas le signer? Parce que là, tu as tout plein de gauchers qui s'en viennent et tu as Adam Engstrom qui fait très bien à Laval aussi. Ouais. Pourrait jouer sur une 3e paire et qui a le même style que Mike Matheson. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Avec des choix, ben oui. Est-ce que tu vas, tu sais, si tu veux aller t'améliorer, peut-être à la droite de ta défensive, parce que c'est une option d'utiliser un Mike Matheson. Si tu veux aller chercher un centre, puis l'équipe avec qui tu veux transiger ne veut pas de choix, mais veut un joueur spécifiquement en défense, il y a plusieurs équipes de défenseurs. Tu parles de transactions, puis c'est justement l'une des manières de combler ces besoins-là. Ça peut inclure justement des joueurs actifs pour régler les problèmes des équipes mutuelles. Ça peut inclure des espoirs. Le Canadien a une grosse banque d'espoirs quand même de qualité, inclure des choix au repêchage. Ça peut être aussi par la voie de la signature d'un joueur autonome. Et là, on entend toutes sortes de choses au niveau des propositions d'offres hostiles à un Mason McTavish. La réalité, c'est que dans la très grande quantité de ces joueurs, ils ne les laisseront pas partir. On va devoir, pour faire l'acquisition d'un McTavish, on va devoir non seulement surpayer ses services, mais on va surpayer aussi en choix. Donc, les jeunes joueurs des autres équipes, ils veulent évidemment les conserver. Donc, ça va être une voie qui va être un petit peu possiblement ardue. Il faut peut-être regarder par la voie des transactions, quelques noms potentiels. On a parlé d'un Boervat comme les Islanders sont peut-être dans un mini reset. Donc,
potentiellement aussi que Kent Hughes va nous surprendre avec un nom qu'on n'a pas nommé encore. Mais il y a quand même beaucoup de manières là, de combler ces besoins-là. Toi, penses-tu qu'on va y aller plus par transaction ou qu'on va se risquer avec une offre hostile là, ou même la signature d'un joueur autonome? C'est difficile de le dire en ce moment. Ouais. Une offre hostile, est-ce que les Canadiens sont vraiment rendus à un point où l'offre hostile d'un joueur va faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de donner un choix de premier tour non protégé en 2026 avec un repêchage qui s'enligne à être très, très bon? Est-ce que tu veux vraiment donner ton choix? Ça peut être dangereux, là. Tu vas être sûr de sa shot quand tu fais quelque chose de ça. Donc, pour moi, si le Canadien, exemple, si les Canadiens sont capables d'aller chercher un deuxième centre via transaction, mais là, je peux voir l'équipe y aller avec quelque chose comme un offre hostile. Ouais. C'est ce genre de situation-là. Si tu es capable d'aller chercher quelque chose qui a de l'allure, ben là, je peux comprendre. Pour ce qui est de l'agent libre, je pense pas que le monde rêve à des Sam Bennett, des John Tavares. Je doute. Sam Bennett, là, je vais vous dire une chose. Oui, il est bon en ce moment en série, mais j'ai hâte de voir à quoi il a l'air quand il n'est pas entouré de ce talent-là, puis qu'il n'a pas la place pour manœuvrer comme le talent autour de lui, puis que c'est vraiment un joueur avec lequel l'équipe qui va le signer va s'attendre qu'il soit un joueur en tout temps, là, en 82 matchs, et les séries, qu'il soit un joueur d'impact. Parce qu'à date, une saison de 50 points durant la saison régulière, je peux très bien comprendre qu'est-ce qu'il peut t'apporter en série, mais il faut se rendre. Il y a un danger de signer un gars comme ça qui en demande tellement à son corps pour 7 ans. Je pense que c'est un joueur qui pourrait, la moitié de ce contrat-là, avoir un impact. Mais déjà que c'est un joueur qui n'est pas toujours en santé. Il est déjà pas... C'est un joueur fragile, il faut faire attention. Donc, la voie de la transaction serait peut-être la plus plausible, c'est de trouver le bon partenaire. Avec une des choses que j'ajouterais, par contre, c'est je ne dis pas que le Canadien ne va pas se tenter dans l'avenue des agents libres. C'est juste, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient l'équipe qui offre le gros contrat. Non. Ça, Kent Hughes a été très direct là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire. Donc, même si Sam Bennett est représenté par Cortex, où ce que Kent Hughes travaillait avant de devenir DG, ça ne change pas grand-chose selon moi. Je vois mal le Canadien se lancer dans le derby parce que ça va finir avec 7 ans à 8 millions, selon moi. Là. Je pense que la voie des joueurs autonomes pourrait être utile pour mettre la main sur un joueur pour ton bottom six ou même ce vétéran défenseur droitier qu'on parlait tout à l'heure. Donc, il va en avoir des agents libres comme ça, des joueurs qui peuvent avoir un impact physique. Autant que j'aimais un Christian Dvorak et un Joel Armia, c'était des joueurs qui étaient méthodiques. Sur le plan physique, c'était un petit peu moins là, donc on pourrait avoir un impact là-dessus. Tu as peut-être un gars comme Perbix qui est de Tampa Bay, tu as Cody Ceci, tu peux jouer sur une troisième paire aussi. Tu sais, c'est des joueurs que tu peux aller chercher pour 1-2 ans, qui n'est pas la fin du monde, puis qui pourraient donner du temps à tes autres jeunes. Puis si ces jeunes-là sont prêts, ben, tu peux échanger si tu veux. Là, mais c'est des atouts gratuits, puis c'est des atouts qui ne vont pas nécessairement te coûter la lune. Non, absolument. Donc, c'est plus ça que je regarde parce que les Aaron Ekblad, les Mitch Marner, les Nick... Ça va coûter trop cher. Avec le cap qui monte, là, puis attention les partisans, là, je vous garantis, attention au salaire cet été là, parce que vous êtes pas prêts. Ça va être de la folie, ben oui. Ça va être de la folie totale. Genre, je sais que le monde a regardé le contrat de Rantanen, puis on dit 12 millions, c'est pas pire. Ça, c'est dans un marché sans taxes. Ouais. Donc, dans un marché comme Montréal, ça, c'est 15,5 millions en équivalent. Donc, ça va être un 1er juillet complètement explosif. J'aimerais terminer avec toi, Marco, sur les cibles potentielles pour les choix de première ronde. Là, en ce moment, tu prépares justement le prochain repêchage. Tu vas interviewer beaucoup de ces espoirs-là. Le Canadien possède actuellement les choix 16 et 7 au prochain repêchage. 16 et 17, pardon. Je vais te lancer quelques noms là, qui pourraient être intéressants. À l'aile, Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic. Au centre, Brady Martin, Jack Nesbitt, Braden Coots, qui a eu un excellent moins de 18 ans. Donc, des gars qui pourraient se retrouver dans ces eaux-là.
parmi ceux-ci ou d'autres choix, à la défensive, on peut penser à un Caden Hutchinson aussi, qui retient le plus ton attention et avec qui tu verrais le meilleur fit si ces joueurs-là étaient disponibles? Ouais, c'est un peu, tu sais, Brady Martin, je pense que je pense pas qu'il va être libre. Si j'en apprends du monde, ben, j'en apprends, là, mais ce jeune-là va sortir top 10. Ouais, non, je pense pas qu'il va être Les équipes sont en amour avec. Puis si tu sais, il y a comme vraiment, il y a 2 tiers de joueurs, mais dans le fond, tu as les premiers 2. Tu as et après, ça. Tu as un autre tiers. Puis après ça, quand tu arrives au choix 8, 9, 10, ben c'est là où le prochain commence. Puis Brady Martin va être au top de ça à cause de sa performance physique et tout. Donc, je ne crois pas. Non. Je le mettais juste parce que c'est un centre, mais non. Ouais, mais un gars comme Carter Bear, spécialement avec sa blessure au tendon d'Achille, glisser, c'est un talent top 10 qui va descendre un peu comme Peyton Krebs dans le temps aussi, qui était lui aussi vu comme un talent top 10 en 2019, mais qui a descendu un peu. Je sais que le monde va dire, mais regarde, Krebs, il n'est pas devenu un grand joueur. Oui, mais Krebs avait aussi ses problèmes dans le temps aussi. Et malheureusement, le développement n'a pas été là à Buffalo comme plusieurs autres espoirs. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. Mais Carter Bear est un joueur électrisant, très belle personnalité, dynamique, un joueur qui est capable d'être le joueur clutch avec son club. Puis avec Everett, écoute, c'est pas nécessairement un club qui est hyper offensif. D'habitude, c'est un club qui est connu pour être plutôt défensif, mais il est capable de jouer dans toute situation. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il me fait penser à un gars comme Nick Suzuki parce que c'est un allié, mais il y a ce je ne sais quoi de lui. Quand tu as besoin d'un but, c'est ton gars. Fait que c'est ce genre de joueur-là. Un autre qui est intéressant, c'est Lenin Lakovic, 6 pieds 4, un allié. Joue un peu un style similaire à Slavkovski, mais un coup de patin plus peaufiné, je te dirais. Un peu comme un gars comme Logan Thompson joue. Très grand, mais les mouvements latéraux en mouvement, là, c'est vraiment, il est capable très habile, ouais. Très habile avec la rondelle, mais très habile avec la rondelle en mouvement. Que ce soit nord, sud, est, ouest, c'est ça que j'aime. Pas nécessairement les statistiques les plus électrisantes, mais il faut aussi prendre en considération que Moufja a gagné la Coupe de l'Ouest l'année passée. Donc, tous les joueurs sont partis. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Donc, si tu prends ça en considération, il a manqué 30 matchs à cause de blessures et de suspensions, ou excuse-moi, une vingtaine, puis il a quand même été le meilleur marqueur de son club par une dizaine de points. Donc, c'est pas sur une bonne équipe, ce gars-là aurait eu une quinzaine, vingtaine de points de plus et serait probablement un choix top 12 sans. C'est ce que j'allais dire, possiblement un choix top 10 aussi. Donc, ces deux-là, j'aime beaucoup. Pour le Canadien, s'ils gardent un ou deux de leur choix. Puis, écoute, un autre que j'ai aimé, écoute, Carbonneau, je sais que c'est un gars d'ici, il joue à Blainville juste à côté, 6 pieds 2. Je sais qu'à travers la Ligue en ce moment, il y a comme un peu de chicane. Est-ce que les performances de la JMQ sont nécessairement, est-ce que les points sont aussi transférables avec la Ligue nationale que la Ligue de l'Ouest, que la Ligue d'Ontario? Et à date, on n'a pas nécessairement vu cette transition de façon, disons, organique. Tu as eu Joshua Roy, d'ailleurs, qui a eu des centaines de points dans la Ligue, qui a de la misère de se trouver une place dans la Ligue nationale. Jordan Dumais a eu 140 points, un demi-point par match dans la Ligue américaine cette année. Donc, si tu ne cherches pas une étoile, ben, c'est un joueur qui, selon moi, vraisemblablement va jouer sur un deuxième, sinon, au pire, un troisième. C'est ça. Donc, un joueur qui peut apporter de la puissance, utiliser son corps, mais c'est encore une fois, quand tu choisis de ce côté-là, tu veux essayer d'apporter des joueurs qui sont un peu plus différents. Il y a beaucoup de joueurs qui tirent de la droite avec le Canadien de Montréal et dans l'organigramme et à Laval et dans les rangs mineurs. Donc, je crois que les Canadiens vont se pousser plus vers des joueurs qui tirent de la gauche. De la gauche en attaque. Avec Demidov. Donc, tu as un Lakovic qui tire de la gauche. Si je me trompe, avant de dire oui, je suis pas mal sûr que Carter Bear tire de la gauche aussi. Oui. Donc, c'est des joueurs de ce type-là qui peuvent apporter de quoi? Parce qu'avant cette saison-ci, le seul vrai marqueur gaucher dans l'équipe était Juraj Slavkovski. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de différents. aussi,
les joueurs qu'on a nommés, c'est des joueurs qui compétitionnent. C'est des joueurs qui se lèvent. Donc, c'est pour ça que je pense que le Canadien de Montréal s'ils ont un ou deux de ces choix-là, vont regarder dans cette avenue-là parce qu'ils ne se cherchent pas nécessairement des petits joueurs. Puis tu as parlé de Coots. Il y a aussi Cole Rechny qu'on pourrait discuter. C'est 2 joueurs de 5 pieds 11, mais qui ont déjà 180 plus livres sur masse. Donc, c'est déjà des gros bonhommes pour 5 pieds 11. Pour leur taille, oui. Reste que la tangente est que le Canadien va rechercher, oui, un joueur de talent, mais comme tu as dit, de caractère. Et ce qui va être intéressant. Si on les 2 choix, il n'y a rien qui arrête le Canadien d'aller chercher un gros ailier à la Lakovic ou si Carter Bear tombe de sauter sur lui. Et un Rechny. Y aller d'un Rechny qui, lui, a été formidable dans la Ligue. Coots aussi avec Seattle. Donc, pour moi, c'est une combinaison. Comme Kent Hughes a dit, tu as besoin d'avoir un bon mélange. Puis je pense que avec la façon que les Canadiens sont bâtis en ce moment, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher des joueurs de talent au haut du repêchage. Tu ne peux pas te permettre de le faire. Puis après ça, ils ont le choix 41, ils ont le choix 49, puis après ça, 3 choix de 3e ronde. S'ils gardent tout, ben vas-y avec tes joueurs de taille dans ces rondes-là. Florian Xhaka a été un choix de 4e tour. Je pense qu'il y a personne qui s'en plaint aujourd'hui. On parle beaucoup des choix 16-17 pour une éventuelle transaction, mais tu viens de nommer, justement, on a 2 bons choix de 2e ronde. Donc, ça pourrait être à ce niveau-là aussi. Là, tu t'en as parlé un petit peu plus tôt, si on n'est pas capable d'avoir ce qu'on veut, ben, peut-être qu'on va aller dans une étape inférieur, un niveau inférieur. Puis c'est là qu'on commence à parler peut-être d'espoir de catégorie B et de choix de repêchage un petit peu moins alléchant. Mais ce qui va être intéressant, pour conclure, Marco, c'est qu'on va avoir un été vraiment fascinant l'année passée. Oui, on a eu évidemment la sélection d'Ivan Demidov. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à l'acquisition de Patrick Laine. Je pense que cette année, on n'a pas le choix de s'attendre à un été beaucoup plus chargé du côté de Kent Hughes. Oui, absolument. Puis l'autre affaire, je dirais, c'est si les Canadiens ne sont pas capables de trouver un vrai deal, comme une transaction où ils n'ont pas besoin de surpayer à un point où tous les partisans se disent « Mais qu'est-ce que tu viens de faire? » S'ils ne sont pas capables de trouver vraiment cette fameuse transaction pour un centre de 2e trio ou un défenseur top 4, ben écoute, repêcher des jeunes, dans ce repêchage-ci en ce moment, la façon que les DG le voient, ce n'est pas nécessairement haut. Donc, quand tu pitches tes premiers choix dans une transaction, mais ça ne vaut pas nécessairement qu'est-ce que ça valait l'an passé. Absolument. Sauf quand tu arrives au repêchage, après la combine, après que tous les recruteurs se sont assis et qui se sont parlé, c'est sur le plancher. Oui. Il n'y a plus de plancher de repêchage pour cette année. Au téléphone. Oui. Écoute, il y a eu plus de transactions au téléphone en 2020 qu'il y a eu sur le plancher en 2023. Donc, ça change rien. Donc, pour moi, ce que je vous dirais, c'est si les Canadiens ne sont pas capables d'aller trouver cette transaction-là, mais repêcher des jeunes, puis, tu sais, mettre en banque l'idée qu'ils vont être capables de développer ces jeunes-là, mais un jeune de premier tour développé de façon adéquate vaut plus qu'un choix de premier tour. Absolument. Je suis 100% d'accord. Le monde va dire Philippe Méchard, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, je comprends. Ça, c'était malheureusement, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Mais quand tu repêches 16, 17, c'est rare que, sauf si tu vas pour un très petit joueur qui ne sait pas se démarquer, c'est rare que ce joueur-là perde toute sa valeur. Donc, ce que je dirais, c'est comme Age, exemple, Michael Age a une bonne valeur. Est-ce que Michael Age, aujourd'hui, a une meilleure valeur que le 21e choix dans ce repêchage? Absolument. C'est ce que j'allais dire. Je dis, c'est pas nécessairement mauvais que le Canadien de Montréal repêche 2 fois. Parce que ces jeunes-là peuvent être échangés dans le futur pour un joueur dont tu as vraiment besoin. La réalité, c'est que le Canadien est pas. La fenêtre ne fermera pas l'année prochaine. Donc, si on n'est pas capable d'aller chercher ce 2e centre-là, même la fenêtre, elle commence à peine à être ouverte. Elle n'est pas ouverte! Elle n'est pas ouverte. Non, ça a été un bonus, les séries. Fait que
il n'y a rien qui est pressant. Il ne faut pas être dessus si on n'a pas fait une grosse offre hostile ou si on n'a pas fait une grosse transaction pour Bo Horvat. Ça va venir à un moment donné, puis peut-être que ça va venir de l'interne à un certain point si finalement nos espoirs se développent pour justement combler ces chaises-là. Mais je suis 100% d'accord avec toi qu'une sélection au repêchage peut aider dans le futur plutôt que de se presser à faire une transaction qu'on va regretter. Tout à fait. Je pense que c'est une très, très bonne manière d'entrevoir cette saison morte. Marco, je te remercie grandement. Ce fut super intéressant. Ça nous donne fin pour cette saison morte. J'invite évidemment les gens à te lire sur RG Media, à suivre ton compte X qui est très, très, très actif et toujours très pertinent, à suivre ton contenu repêchage qui s'en vient dans les prochaines semaines. On a beaucoup de plaisir qui s'en vient. Fait qu'un gros merci encore une fois pour ta participation au temps d'arrêt aujourd'hui. Aucun problème. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tous. Contenu repêchage qui s'en vient très, très bientôt dans le podcast avec les gars du TSLH Espoir. Donc ça s'en vient dans le prochain mois. Et gros merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.